Bonjour à tout le monde, vous me permettez d'aller en français. Alors, je vais partager avec vous l'expérience de Environmental Investigation Agency, une ONG de conservation basée aux États-Unis et qui travaille en Afrique et dans d'autres régions du monde. Je voudrais d'abord remercier Sahara Conservation pour votre invitation et pour votre travail. C'est un travail spécifique et particulier et du courage à vous. Et c'est tout un plaisir pour nous de participer à ces échanges ensemble. Donc, ma présentation s'appuie sur le travail de dialogue, de travail de longue durée au niveau de IAI. Et ce travail a concerné essentiellement la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Et nous avons travaillé sur l'inscription et la mise en œuvre des règles de la CITES concernant le commerce illégal de Pterocarpus erinaceus, qu'on appelle COSO ou bien bois de veine. Et nous allons aborder rapidement le contexte, ensuite l'aperçu de la campagne 2016-2022, les leçons tirées de la collaboration et de l'engagement, la lutte contre le commerce illégal et les succès et les possibilités d'amélioration. Vous voyez ici l'espèce qui est là, qui n'est pas une grande plante, mais est très prisée, très demandée au niveau de la Chine. Et cette espèce se développe essentiellement dans la région de l'Afrique de l'Ouest et dans d'autres parties, un peu au Cameroun et ailleurs. Mais pour cette espèce, c'est essentiellement en Afrique de l'Ouest. Et vous voyez ici, par exemple, le rôle de l'Afrique, l'exportation de ce bois par rapport à l'importation vers la Chine. Vous voyez par exemple que quand vous regardez, la part africaine est très grande. Ensuite, vous avez l'Asie. Et au fait, la Chine, après avoir épuisé ces ressources-là au niveau de l'Asie, s'est tournée vers l'Afrique. Et vous voyez, le reste du monde qui est en rouge en bas est pratiquement insignifiant. Et quand on parle de la région Afrique, l'Afrique de l'Ouest apporte au niveau de cette exportation à plus de 75%. Et c'est pour cela que nous sommes focalisés sur la région ouest africaine. Mais comment ce commerce a commencé? Alors, ce commerce a commencé vers les années 2010 au niveau de Gambie, Togo, Bénin, mais rapidement s'est étendu dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Et vous allez voir que ça a commencé doucement au Nigeria en 2013 et en 2014, ça a augmenté et rapidement, le Nigeria va devenir le plus grand exportateur de ce commerce. Vous voyez, avec plus de 300 millions de dollars en 2017, où c'est allé vraiment à un niveau élevé. Mais avec les travaux de sensibilisation, la mobilisation des États ouest-africains et le secrétariat de la Convention, des mesures ont été prises contre le Nigeria, ce qui va faire baisser l'exportation rapidement et pratiquement en 2019, ça s'est réduit suffisamment. Mais après, on va voir qu'une fois que la mesure a été prise par rapport au Nigeria, les autres pays ont pris le relais comme le Ghana, la Sierra Leone, la Gambie et le Mali dans la suite. Vous voyez ici les différentes étapes de ce commerce. Vous voyez les différents points 1, 2, 3 jusqu'à
jusqu'à 7, 8 et 9 sur l'écran. Et ici, par exemple, vous voyez les différents temps pour pouvoir amener et les acteurs ici. Alors, vous voyez le bois quitte ici, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria précisément, passe par différentes étapes ici pour aller en Chine, ensuite aller dans plusieurs régions. Mais ici, nous devons noter que l'un des éléments particuliers, c'est que vous voyez ici au niveau des communautés, au niveau des forêts, alors on a des local dealers, des négociants locaux en concertation en lien avec les négociants nationaux qui travaillent avec les entreprises chinoises et au niveau des agents de contrôle et des ports, il y a tout un système de corruption qui facilite le passage de tout ça là. Alors, quand nous parlons des entreprises chinoises engagées dans ce commerce illégal, nous ne sommes pas contre les entreprises chinoises. Nous voulons simplement dénoncer les cas d'abus en ce qui concerne l'exploitation du bois. Vous voyez ici dans la forêt comment ça se passe. Et après, là, c'est rassemblé au niveau des villages proches des forêts, des communautés. Ensuite, le chargement dans les véhicules. Vous voyez, déjà, nous sommes en Chine des points de regroupement de ces bois. Et ici, un centre où on commence par travailler à transformer ce bois et ça atterrit dans les ménages et un peu partout dans le monde. Et ce bois particulièrement est très demandé en Chine parce que quand vous avez des meubles à partir de cette espèce, vous êtes considéré comme quelqu'un ayant les capacités, un certain niveau de vie dans le pays. Alors, comme vous le savez, les pays en développement et en particulier au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le grand problème, c'est qu'il y a des difficultés pour mettre en œuvre des lois et les appliquer. Les lois sont là, mais ne sont pas appliquées. Et les entreprises internationales, en particulier dans ce cas, les entreprises asiatiques, exploitent cette incapacité, cette difficulté au niveau de ces États pour rentrer et avec l'argent cash qui tente à rentrer et remettre en cause toutes les politiques locales qui sont en place. Alors, un soutien à ces États pour les aider pour que la convention qui, au-delà des lois nationales, oblige toutes les parties, tous les États à s'engager dans le respect des normes internationales. Et nous avons participé avec le leadership du Sénégal. L'espèce a été inscrite sur l'annexe 3 qui exige qu'il y ait des permis déjà au niveau des shiplines, au niveau au niveau des ports, les bateaux qui doivent pouvoir exporter doivent pouvoir montrer à l'arrivée des permis délivrés par les points focaux des pays qui exportent. Alors, dès que la Convention a adopté cette espèce à la NES 3, la Chine rapidement a réagi et a mis à exécuter et a commencé par exiger ces permis. Et on s'est rendu compte que les gens n'avaient pas le permis et ils ont mis en place un mécanisme parce qu'il y a des permis qui sont faux. Ils ont commencé par contrôler par un système où quand ils reçoivent un conteneur, ils vérifient si cela est conforme à ce qui se passe, à ce qui est délivré au Nigeria. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de faux papiers, beaucoup de faux papiers. Immédiatement, ils ont commencé par bloquer tous ces conteneurs. Ils sont allés au début de 2017, ils sont allés à plus de 10 000 conteneurs. 10 000 conteneurs. Et malheureusement, on va voir tout à l'heure qu'il y a eu des papiers qui ont été antidatés pour libérer après ces conteneurs qui devaient normalement retourner en Afrique parce que c'était parti de manière illégale. Ensuite, on a vu également la nécessité, malgré cette décision, que l'exportation se faisait sans respecter vraiment les procédures.
les pays de la sous-région se sont regroupés, toujours avec le Sénégal, pour que cette espèce soit inscrite à la NES 2. Et à ce niveau, il faut absolument que les pays disposent d'une politique qui montre que l'avis de commerce non préjudiciable, qui montre que l'exploitation n'est pas en train de détruire systématiquement l'espèce. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucun pays n'a pu le faire tout en continuant à exporter ces quantités que nous avons montrées tout à l'heure. Alors, nous avons vraiment compris qu'il faut, et dans notre contribution au niveau de EAI, c'est d'aller dans le fond des sujets et voir qu'est-ce qui se passe en réalité. Parce que vous savez, quand les lois nationales ne sont pas appliquées, si vous regardez de près, c'est la corruption qui est en dessous. La corruption est l'élément qui réellement favorise, amplifie la désertification et la déforestation. Parce que dès que les gens apportent de l'argent, eh bien, on laisse tomber toutes les procédures nationales et on s'engage dans l'exportation. Et nous avons commencé par parler de toutes ces questions au niveau de la sous-région. Et alors, comme je disais tout à l'heure par rapport au Nigeria, alors, quand les permis ont été bloqués au port en Chine, ben, les Chinois, les compagnies chinoises n'avaient pas les permis. Mais ils se sont débrouillés, se sont arrangés et l'ancien ministre des Forêts du Nigeria a signé, avait prédaté plus de 4000 permis, qui a permis de régler le problème et faciliter le départ de ces conteneurs. Vous voyez? Alors, avec tout ce qui s'est passé et tout le bruit qui a suivi tout ça là, le secrétariat de la Convention a fait des missions de terrain et s'est rendu compte que les dénonciations, tout ce qui est dit de gauche à droite, s'est révélé qu'il y a vraiment une falsification des permis et a pris une mesure. Donc, on a mis le Nigeria sous l'article 13 qui ne lui permettait plus d'exporter du bois, de cette espèce. Et ça, je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a une réduction drastique du commerce à partir du Nigeria. Mais dès que le Nigeria a commencé à baisser complètement, eh bien, il y a eu un mouvement avec les entreprises et les trafiqueurs vers le Ghana, vers la Sierra Leone, la Gambie, le Mali, qui ont repris avec la Guinée-Bissau et qui ont commencé par exporter encore de grandes quantités de forêts. Et vous voyez, par exemple, entre janvier 2017 et novembre 2021, il y a eu dans la région environ 63 000 tonnes par mois qui quittent la région ouest africaine, tonnes d'arbres, ce qui fait à peu près 2723 conteneurs, soit 109 571 arbres chaque mois. Vous voyez? Eh bien, nous compliquons le travail à nos collègues, à nos amis de Sahara Conservation. Au lieu que nous conservons la forêt au niveau de la zone humide, nous détruisons tout et nous favorisons la désertification. On devrait plutôt faire le sens inverse. Et c'est pour cela que nous devons continuer de manière déterminée à nous battre ensemble pour des résultats significatifs. Il y a quelques éléments. Can I ask, in the interest of time, can I ask you to conclude if possible? Yeah. In 1 minute, I will finish. Yeah. Donc, pour aller plus rapidement, il y a quelques éléments importants de succès. Et aujourd'hui, la CITES a pris la décision d'interdire l'exportation de ce bois de la région, qui est l'élément essentiel de toute la campagne. Le reste, vous allez pouvoir lire ça au niveau du document qui sera mis à votre disposition. Donc, en conclusion, disons qu'une collaboration et une persévérance dans nos combats sur le terrain
peut donner de grands résultats. Et c'est à cela que nous appelons chacun de nous, et gouvernement, et ONG, communauté, et partenaires internationaux, la main dans la main, nous luttons contre la corruption pour la protection et la conservation des ressources naturelles. Une fois encore, merci à chacun de vous pour votre attention. Je vous remercie.